bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à vous parler des membranes de haute perméabilité dans les gammopathies. Pour quels patients? Moi, j'ai traduit ça par épuration d'échelle légère dans la néphropathie à cylindre myélomateux. On va sortir un petit peu de l'amylose à elle, ou amylose tout court, et je m'en excuse. Alors tout d'abord, l'échelle légère, bien évidemment, vous savez qu'il y a deux isotypes, kappa et lambda, que la production est d'à peu près 500 mg par jour, que la demi-vie est courte et que l'échelle légère kappa font 22 à 25 kDa, alors que l'échelle légère lambda sont dimériques à 45-50 kDa. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que 15% d'échelles légères sont en intravasculaire, alors que 85% sont en extravasculaire. À l'état d'équilibre, les échelles légères, en fait, elles sont filtrées dans le glomérule, puis après, elles sont réabsorbées dans... Si ça veut bien marcher... Bon. Dans le tube contourné proximal par un mécanisme d'endocytose via le tandem mégaline-cubiline. Pardonnez-moi, je reviens. Un petit souci technique. On va y arriver. Donc, j'ai plus ma diapo. Ouais. Est-ce que, si je peux revenir sur les diapos d'avant, mais j'y arrive pas. Voilà, ça va être plus simple. Merci. Donc, je disais que les échelles légères vont être absorbées dans le tube contourné proximal. Et en fait, une très faible quantité, de 5 à 10 mg par jour, va être éliminée dans le tube contourné distal. Alors, lorsque vous avez une production massive de échelles légères, dans le tube contourné proximal, les mécanismes d'endocytose vont être rapidement dépassés. Vous allez avoir la transcription de facteurs inflammatoires et de facteurs profibrosants. Les échelles légères vont aller dans le tube contourné distal et elles vont précipiter avec la protéine de Tamor-Schwal ou uromoduline. Et ce coprécipitat qui devient non soluble va entraîner l'obstruction des tubes distaux, la destruction des tubes, la transcription de facteurs inflammatoires et de la fibrose. Alors, myélome et insuffisance rénale, c'est à peu près 50%, mais la présentation qui nécessite l'épuration, enfin, seuls 10% nécessitent l'épuration extra-rénale au diagnostic. Et sur ces 10%-là, 60 à 90% des patients ont une néphropathie à cylindre myélomateux. Myélome et dialyse, c'est à peu près entre 20 et 40% où on peut sevrer les patients de la dialyse. Et la médiane de survie, elle est moins bonne chez les patients dialysés que chez les patients non dialysés. Dans le registre de l'USRDS de 2010, finalement, sur la mortalité à 2 ans, c'est 58% des patients qui ont un myélome. Et bien sûr, la mortalité est moins bonne chez les patients, enfin la survie est moins bonne chez les patients dialysés que chez les patients non dialysés. Vous avez le pointeur tout en haut aussi. Tout en haut. Tout en haut. Je n'ai pas trouvé. C'est celui-là. C'est celui-là. En fait, c'est l'image. Il n'a pas voulu marcher. Ça apparaît sur l'écran. Merci. Bon, cette fois, j'ai le pointeur, donc tout va mieux. Donc, en fait, lorsque vous avez une néphropathie à cylindre myélomateux, bien évidemment, l'urgence thérapeutique, c'est la chimiothérapie. Ensuite, on va s'intéresser un petit peu à l'effet que vous pouvez avoir en plus de la chimiothérapie, c'est-à-dire essayer d'épurer les chaînes légères, soit par des mécanismes d'absorption, soit par de la filtration, pour voir si vous avez un effet additif pour les patients. Alors, pour épurer les chaînes légères, soit on peut faire des échanges plasmatiques, soit les techniques par les membranes de haute perméabilité qui sont les membranes high cutoff, et très rapidement, on verra tout à l'heure les autres modalités. Alors, les échanges plasmatiques, les vieilles séries de Zucchelli de 1988 qui retrouvaient un effet bénéfique, mais ils avaient tout mélangé, on faisait de la dialyse péritonéale, donc, la grande étude randomisée de 2005 de Clarks, en fait, ne retrouvait pas d'effet bénéfique des échanges plasmatiques. Et dans cette étude randomisée, malheureusement, il n'y avait pas de dosage d'échelle légère et les patients n'avaient pas eu de biopsie rénale. Et donc, on ne savait pas si ils avaient une néphropathie à cylindre myélomateux. Néanmoins, dans l'expérience de la Mayo Clinic, vous voyez que finalement, avec les nouvelles chimiothérapies à base de bortezomib, lorsqu'ils font des échanges plasmatiques avec une médiane de 8 échanges plasmatiques, vous avez une réponse rénale à 86%. Donc en pratique, les échanges plasmatiques,
c'est peut-être pas la meilleure méthode parce que finalement, vous savez, il y a 15% des chaînes légères qui sont en intravasculaire, donc ça paraît logique d'allonger le temps de séance ou d'épuration, ce qui est difficile avec les échanges. Et puis finalement, il y a un phénomène de redistribution. Et lorsque vous faites un échange plasmatique et que le patient a besoin d'être épuré, vous aurez besoin de mélanger les deux techniques, échange plasmatique et hémodialyse, ce qui complique un peu la procédure. Et en plus, sur un modèle de simulation bicompartimentale qu'avait fait Hutchinson en 2007, il montrait qu'il y avait seulement un 25 à 30% d'extraction des chaînes légères avec les échanges plasmatiques. Alors les membranes high cutoff, c'est des membranes en polyaryl éthersulfone polyvinylpyrrolidone. Et en fait, ces membranes ont un cutoff qui est jusqu'à 60 kDa, ce qui va vous permettre d'épurer les chaînes légères. En fait, initialement, elles ont été développées pour épurer les cytokines pro-inflammatoires dans le sepsis. Vous voyez que ces membranes, finalement, leur cutoff, il est plus important que des membranes high flux standard et bien sûr plus petit qu'un plasma filtre. La distribution n'est pas uniforme, ce qui explique les pertes d'albumine. Et lorsqu'on regarde les courbes de sieving coefficient, vous voyez que pour quelque chose qui va faire 50 kDa, un sieving coefficient à 0,9 pour avoir une meilleure épuration sera supérieur avec les membranes high cutoff que des membranes high flux. Toujours dans ce papier de Hutchison en 2007, sur un modèle expérimental, il avait montré qu'avec la membrane HCO 1,1 m², l'épuration des chaînes légères kappa ou lambda, il obtenait les meilleurs pourcentages de réduction par rapport à un autre panel de membranes testés, dont les PMMA et des polyéthersulfones et des polysulfones. Et dans son modèle de simulation bicompartimentale, il montre que finalement, le meilleur modèle pour avoir la meilleure extraction des chaînes légères, c'est de faire de l'hémodialyse quotidienne à plus de 8 heures par jour. Donc toujours l'expérience anglaise de Hutchinson de l'équipe de Birmingham, finalement, lorsqu'ils font une étude rétrospective, ils montrent que pour avoir les facteurs prédictifs de rémission rénale, c'est d'avoir une réponse sur les free lights supérieure à 60% à J12 et J21. Alors depuis les papiers, il y a eu pas mal d'études rétrospectives en utilisant les membranes high cutoff avec des chimiothérapies à peu près différentes, mais souvent avec du bortezomib. Et vous voyez que finalement, vous avez une rémission rénale qui est un peu plus de 60%. Donc, il y a un rationnel pour épurer les chaînes légères, bien évidemment. Les techniques, donc les échanges plasmatiques, on a vu qu'il n'y avait pas d'évidence. Les membranes high cutoff, il y a eu deux grandes études randomisées dont on va parler, qui sont l'étude Ulight et MIR. Et rapidement, on verra les autres techniques. Alors, l'étude MIR, qui a commencé en 2011. Vous voyez qu'il y a à peu près moins de 50 malades qui ont été randomisés dans chaque groupe. Et ce qui est important, c'est que finalement, les patients qui ont été randomisés ont tous eu bien évidemment une biopsie rénale pour montrer qu'ils avaient une néphropathie à cylindre myélomateux. Mais avant la randomisation, ils ont une période de latence où ils ont eu un traitement par dexaméthasone, où finalement on a arrêté les médicaments néphrotoxiques, les patients ont bénéficié d'une réhydratation, et s'ils nécessitaient l'épuration extra-rénale, à ce moment-là, ils étaient dialysés, soit avec la membrane high cutoff, le Theralite 2,1 m², soit en dialyse conventionnelle au flux. Tous les patients avaient 8 séances sur 10 jours, de 5 heures, puis après, c'était relayé à 3 fois par semaine. Et ils avaient tous la même chimiothérapie qui était à base de bortezomib, dexaméthasone. Et finalement, s'ils ne répondaient pas, après 3 cycles, ils avaient du cyclophosphamide en adjonction. Et donc, le primary endpoint de cette étude, c'était le sevrage de la dialyse à 3 mois. Et le secondary endpoint, c'était le sevrage de la dialyse à 6 mois, à 12 mois, la réponse hématologique et la survie. Donc, vous voyez que dans l'étude MIR, la réponse hématologique est meilleure dans le groupe HCO. Si on regarde les pourcentages de réduction des chaînes légères kappa et lambda entre le groupe HCO et le groupe contrôle, vous voyez qu'il y a une supériorité du groupe HCO pour l'épuration des chaînes légères. Et si on regarde cette fois-ci le sevrage de la dialyse, vous voyez que le primary endpoint, qui était le sevrage de la dialyse à 3 mois, est négatif. Et par contre, sur les secondary endpoints, à 6 mois et 12 mois, cette fois-ci, l'étude est positive. Alors probablement que le primary endpoint est négatif parce que l'étude n'était pas assez puissante et manquait sûrement de patients. Et si on regarde la survie rénale, elle est meilleure dans le groupe HCO.
Donc les facteurs prédictifs de réponse rénale, c'est bien sûr la réponse avec des free light inférieurs à 500 mg après le premier cycle et la randomisation dans le groupe HCO. Et si on regarde la survie des patients, à 12 mois, il n'y avait pas de différence entre le groupe HCO ou le groupe contrôle. Alors cette fois-ci, on passe à la deuxième étude de Colin Hutchinson, qui est l'étude U-Lite. Alors l'étude U-Lite, finalement, on a à peu près le même nombre de malades qui ont été randomisés dans le groupe HCO ou dans le groupe hémodialyse conventionnelle. Les premières différences, et je vous en parle tout de suite, c'est que finalement, lorsqu'ils ont randomisé les malades, le critère de randomisation, c'était un DFG inférieur à 15 ml/min. Et donc, il est probable qu'on ait randomisé des patients qui n'avaient peut-être pas besoin d'épuration extra-rénale ou juste une réhydratation ou de la dexaméthasone aurait pu les sevrer de la dialyse. Et finalement, dans l'étude U-Lite, la chimiothérapie est beaucoup plus intensive que dans l'étude MIR, puisque cette fois-ci, il y a du bortezomib, de la doxorubicine et de la dexaméthasone. Et les doses de dialyse sont beaucoup plus conséquentes, puisque ça a commencé par une première séance de 6 heures avec les... En fait, au moment où ils ont débuté l'étude U-Lite, ils n'avaient pas encore le TeraLite 2,1 m², et donc ils ont pris 2 membranes HCO 1,1 m² qu'ils ont mis en série. Et dans cette étude, finalement, la dose de dialyse est plus importante, puisque c'est 6 heures la première journée, puis après c'est une dizaine de jours de 8 heures par jour, puis ensuite c'est 1 jour sur 2 de 8 heures par jour. Et donc, sur l'échelle légère kappa, il n'y avait pas de différence entre le bras HCO et le bras contrôle. Alors j'ai oublié de dire, mais dans le bras contrôle, c'est dans l'étude U-Lite, c'est la dialyse conventionnelle 3 fois 4 heures par semaine. Alors que dans l'étude MIR, j'en parle tout de suite, les bras étaient à peu près similaires en termes de temps de dialyse. Sur l'échelle légère kappa, pas de différence entre HCO et le groupe contrôle. Sur l'échelle légère lambda, à 5 jours, il y avait une différence sur l'échelle légère lambda. Par contre, on ne retrouvait pas cette différence à 10 jours, 12 jours, ni à 22 jours. Et donc, de manière totalement opposée à l'étude MIR, ils ne retrouvent pas de différence sur le sevrage de la dialyse sur le primary endpoint qui était à 3 mois. Et par contre, au niveau de la mortalité, il y a une mortalité plus élevée dans le bras HCO que dans le bras contrôle hémodialyse conventionnelle. Et ils retrouvent une mortalité, notamment infectieuse, beaucoup plus élevée. Alors, pour synthétiser, c'est assez facile, puisqu'il y a eu une lettre dans le Lancet Hématol par l'équipe marseillaise. Et si on regarde un petit peu, finalement, il y a à peu près le même nombre de patients randomisés. Le primary endpoint, il n'est pas atteint dans les 2 études, c'est-à-dire le sevrage de la dialyse à 3 mois. Alors que dans MIR, on a des secondary endpoints qui sont positifs. Cette fois-ci, on atteint, le groupe HCO, il y a une meilleure réponse sur le sevrage de la dialyse. Dans l'étude U-Lite, c'était négatif à 6 mois et 12 mois. Par contre, la mortalité dans l'étude U-Lite est beaucoup plus élevée dans le bras HCO. Alors, comme je l'ai dit, finalement, le screening est différent, ce qui peut expliquer en partie les différences. Les chimiothérapies sont différentes. L'étude MIR, initialement, quand elle avait été designée, ils étaient partis seulement pour Velcade, Dex et cyclophosphamide si besoin, alors que dans l'étude U-Lite, on tapait fort d'emblée. Et les protocoles de dialyse étaient différents, puisqu'on était sur des protocoles de temps de dialyse beaucoup plus élevés dans l'étude U-Lite. Donc probablement que ça a eu une incidence sur le nombre d'infections et la mortalité. Et puis, pour finir, quelques mots sur les différentes autres méthodes d'épuration d'échelle légère dans la néphropathie à cylindre myélomateux. Les membranes adsorbantes en polyméthylméthacrylate. Initialement, on utilisait seulement une membrane, mais en fait, il a été montré que via le système EAD, où on met 2 membranes en parallèle, le système se switch au bout de 2 heures parce qu'il y a une saturation de la membrane. Et finalement, vous avez des résultats sur quelques abstracts qui étaient assez satisfaisants. Et il y a eu une étude lyonnaise qui a montré, mais rétrospective sur 15 malades, avec ce protocole de 2 membranes en PMMA, à peu près 80% de rémission de sevrage de la dialyse à 3 mois. Et les autres techniques, la supra-HFR, qui est une technique
que font plus les Italiens, qui combinent de la convection avec des membranes de haute perméabilité, et le filtrat passe sur une cartouche où il y a de l'adsorption d'échelle légère, puis ensuite sur ce système avec des résultats assez satisfaisants. Ensuite, l'hémodiafiltration en line. Alors, les résultats sont assez satisfaisants sur les séries qui ont été publiées, notamment avec l'HDF sur les membranes de cut-off normales, mais aussi l'HDF avec des membranes de cut-off plus élevées. Et puis, de l'HDF a également été faite avec les membranes high cut-off, donnant de très bons résultats, mais ce n'est pas recommandé puisqu'on perd énormément d'albumine. Merci pour votre attention. Merci. Des questions? Moi j'ai une question. C'est quoi l'habitude des néphrologues maintenant? Est-ce que c'est passé dans les mœurs de s'en servir de ces membranes de haute perméabilité ou pas? Alors, comme tu t'en doutes, il y a un biais ou un effet centre. Et donc, si tu es à Poitiers, on s'en sert. Maintenant, la plupart des hôpitaux n'ont pas cette membrane parce qu'elle coûte excessivement cher. Donc, l'idée, c'est de s'orienter vers les autres techniques. Qu'est-ce qui peut bien marcher? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, en termes de publication, c'est la membrane qui a montré la meilleure épuration d'échelle légère jusqu'à maintenant. Mais il semble que les techniques d'HDF avec des membranes de plus haute perméabilité ou des techniques adsorbantes, il y ait des choses positives. Donc à Poitiers, on l'utilise. Dans les autres centres, les attitudes sont très, très, très éparses. Et donc, c'est difficile de te répondre pour te dire qu'est-ce qu'on fait là. Mais par contre, si je regarde le bras contrôle de MIR, et donc où tu as une vision de ce qui s'est fait puisqu'ils étaient libres de mettre c'est de la PMMA, de la polyméthylmétacrylate, à plus de 80%.